Bien, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'il faut aller vite puisque moi à 13h je reprends les matchs des traders. Et bon, ce matin il y a eu des problèmes techniques, normalement tout fonctionne, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous rassure, normalement toutes les connexions fonctionnent à l'instant T. Enfin, tout à l'heure ça marche. Voilà. À la fin je passerai la parole à Derek qui vous présentera un petit peu l'IX. Moi, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bon, la semaine a été très chargée, comme vous le savez. Il ne faut pas trop m'en vouloir. J'ai préparé ça avec Eric, ça, vraiment hier, avant-hier. On a préparé quelques trucs. Bon, après, moi j'improvise tout le temps, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que je peux oublier certaines choses. Et on fera une question-réponse à la fin. Donc, en fait, c'est André Palpel qui m'a proposé ce thème, approche du trading en soit intraday, swing trading, moyen terme, long terme. Et ce matin, déjà, il avait commencé à me poser la question pour ceux qui étaient au match des traders. J'ai commencé à aborder un peu le sujet, parce que c'est la question qu'il m'a posée. C'est un peu ça, quoi. Comment aborder, si vous voulez, les marchés. Alors, en intraday, commençons par l'intraday, par exemple, c'est préparation de la journée de trading, c'est bâtir une stratégie. Bâtir une stratégie, c'est quoi? C'est observer une tendance, déjà, on déduire une tendance. Et moi, tout ce que je fais, c'est toujours dans un sens prioritaire. C'est-à-dire que je ne vais pas systématiquement travailler achat et vente, mais je vais travailler que des achats ou bien que des ventes. Et parfois, quand les zones sont neutres, je travaille à des achats et des ventes, mais c'est que rare. De cette manière, si vous voulez, j'optimise énormément mes entrées en position. Si je rate une marche, si mon signal technique fonctionne moyennement bien, j'ai quand même des chances de m'y retrouver en respectant la tendance en cours. Donc suivre une tendance, il y en a. Alors, aujourd'hui, on est plutôt dans ce cas ici, c'est celui que vous m'entendez expliquer sur BFM. Si vous voulez, on a une tendance haussière, certes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les 4/5 du temps de marché, tous les jours, pas de rendement, il n'y a rien. Et ce matin, alors là, je peux vous dire que moi j'ai écouté Mathieu Serron qui m'a remplacé sur BFM, et juste avant, il y avait Guillaume Sommer qui disait: alors Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Le marché, 5 points d'écart, mais alors là, il n'y a vraiment rien, alors qu'on a eu cette semaine une nouvelle incroyable, etc. Ben oui, parce que les acteurs des marchés ne font pas grand-chose, et ça, on y reviendra dans l'analyse un peu échartiste, dans la compréhension du contexte. Qu'est-ce que font les acteurs? Ben aujourd'hui, ils sont pris, si vous voulez, dans une divergence qui est que les marchés montent, et les menaces sont toujours extrêmement importantes, donc ils sont perturbés. En tout cas, les gérants, si vous voulez, vous savez, ils sont comme tout le monde, hein, ils réfléchissent, il faut marcher le bon sens, etc. Ils se disent, bon, ok, les marchés montent, il faut être acheteur. D'ailleurs, c'est une obligation d'être acheteur. Et en même temps, mince, s'ils continuent de racheter pour 85 milliards de trucs pourris, on peut dire, c'est que ça va mal, et ça ne suffit pas pour amorcer la plomb, parce que le but du jeu, c'est, vous savez, les Américains sont très investis en bourse, sur les marchés financiers, et en fait, le but du jeu, c'est de racheter aux banques 85 milliards par mois d'obliques pourris, et derrière, la banque se retrouve donc avec des liquidités, qui en garantie sont rapportées, donc ils ont vendu 85 milliards, et ils achètent sur les marchés. Ben oui, ce qu'ils voulaient qu'ils fassent, c'est toutes ces liquidités. Ils achètent, pas tout le temps, mais ils achètent. Ça fait monter les prix et ça fait rendre l'Américain plus riche. Et donc, normalement, le but du jeu, c'est qu'avec cet argent, il en prenne une partie et il le dépense. Et il fasse marcher la machine. C'est ça le but du jeu. Enfin, en simplifiant. Le problème, c'est qu'ils s'aperçoivent que c'est pas suffisant. Et puis alors, s'ils arrêtent comme ça, c'est peut-être plusieurs années pour rien. Alors voilà, ils continuent. En fait, ils sont condamnés à continuer. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'ils sont condamnés à continuer que nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent et profiter de ce qui se passe. Parce que c'est bien beau de dire que c'est pas normal, mais on s'en fout de ce qui est normal. Ce qui compte, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut. Parce que si vous êtes là, c'est pour acheter, vendre, acheter et faire de la bourse dans le bon sens. Enfin, le mieux possible en tout cas. Donc, nous, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on accumule des écarts. Parce qu'on a jugé que le contexte, si vous voulez, il n'était pas propice à du relais systématique. Et en 15 jours, il y a eu un relais, c'était mardi dernier, mais regardez, le jour du gap, lorsque la Fed a annoncé qu'elle maintenait sa politique de rachat à 100%, on a fait le gap, et derrière, rien. Mais rien du tout. Et depuis, il n'y a rien du tout. C'est incroyable. Bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est une observation. Et les hésitations, d'ailleurs, on les voit sur plein de périodes, parce que
partir du début de l'année, faire un point haut, faire un point bas, faire un point haut un peu plus haut que le précédent, faire un point bas un peu plus bas que le précédent, refaire un point haut et un point bas, le mois de, je sais plus, c'était en juin, juillet, on a fait 3570. C'est incroyable. Et puis là, c'est parti comme une bombe. Ça aussi, c'est de l'hésitation long terme. Alors, il y a des phases haussières, des phases baissières, bien évidemment, mais il y a quand même des grandes phases d'hésitation. Alors après, qu'est-ce qu'on fait quand on juge que l'environnement est très menaçant? On va bâtir des stratégies de couverture. Sachez que ce qu'on va faire là, par exemple, c'est du trading intraday. C'est pas ce qu'on fait évidemment au jour le jour chez nous. C'est un jeu, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, surtout, bon, je sais bien comment ça fonctionne, dès qu'il y en a un qui a de l'avance, il y en a un qui risque de mettre le paquet pour lui passer le cran, etc. Donc c'est un peu du petit ou double parfois. Bon, l'idée c'est de vous montrer qu'on peut prendre une position par rapport à des repères clairs, nets, précis, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on peut très bien vous dire, voilà, moi j'ai pris position comme ci, comme ça, pourquoi, et vous montrer qu'on est peut-être à l'aise. Alors, à vous de voir aussi qui est à l'aise et qui a l'habitude manifestement de prendre des positions, c'est un peu le jeu aussi psychologique pour vous. Ce qui est drôle, de regarder un peu la tête qu'on fait quand on a des positions, soit quand on gagne, soit quand on perd, soit quand on est un petit peu en retard, etc. C'est marrant, c'est ça en fait, hein, c'est un jeu psychologique. Alors, moi ce que je fais tout le temps, hein, c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour comprendre les marchés, il faut comprendre comment fonctionnent les dérivés, le futur, comment fonctionne le cash, ce que c'est par exemple le prend-point de bid sur le cash, l'arbitrage cash futur, l'arbitrage avec les options, comment fonctionnent les options, à quoi ça sert, pourquoi ça existe. Et en gros, si vous voulez, à la fin, c'est comprendre les obligations de chacun des intervenants, chacun des acteurs du marché, que ce soit l'arbitragiste, le spéculateur, le gérant de portefeuille, etc. Donc, bâtir des stratégies de couverture, moi c'est ce que je fais en ce moment énormément. Par exemple, Cédric Decker sur BFM au mois de juillet, juste avant les vacances, il dit aujourd'hui, alors si on veut se méfier du mois d'août, qu'est-ce qu'on fait? J'avais proposé des puts synthétiques. Un put synthétique, c'est un achat de call, une vente de futur. Et dans la journée, ce qu'on fait, c'est qu'on achète du futur, on le revend, on achète, on le revend. Donc on passe d'un achat de call à un achat de put synthétique, à un achat de call à un put synthétique, à un achat de call à un put synthétique toute la journée avec des risques extrêmement faibles. Mais c'est bien pour construire des positions, des stratégies dans des marchés menaçants. Vous voyez, il y a plusieurs thèmes, hein, c'est directionnel haussier, on va prendre telle stratégie, laisser porter, envisager à ce moment-là des stratégies plus longues dans l'investissement, soit en swing trading, soit en long terme. Quand c'est directionnel baissier, c'est la même chose. Quand c'est hésitant, on va privilégier les écarts. Et quand c'est menaçant, on va tout le temps créer une approche du marché systématique et avec, si vous voulez, des protections permanentes. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est du synthétique. Pourquoi? Parce que quand vous achetez un call ou un put, vous pouvez négocier de 9h à 17h30. Lorsque vous faites du synthétique, eh bien, vous allez vous déboucler sur le futur qui lui code de 8h à 22h. Donc vous augmentez d'une manière assez considérable la plage, l'horaire de négociation. Bon, voilà, il vous avez mis des exemples. Voilà, ça a carrément un marché haussier, la suite, marché baissier, et donc le marché hésitant, voilà, c'est typique, hein, sur des périodes qui sont parfois assez longues, hein, d'ailleurs. Alors, les événements remarquables que je vais essayer de mettre en exergue, en évidence le matin quand je vais me positionner devant mes écrans, bon, évidemment, la tendance, elle ne change pas tous les jours, la tendance de fond. Donc, on la connaît, on l'a. Mais je regarde, par exemple, s'il y a un gap à l'ouverture, puisque le gap à l'ouverture, aujourd'hui, peut provoquer quoi? Des contre-pieds. Des contre-pieds et amener, en effet, un relais, mais un relais technique. C'est exactement ce qui s'est passé la journée de mardi dernier. La preuve, c'est que on a eu ce relais après le gap et ce fameux contre-pied, mais le relais il était technique, la preuve, puisqu'après il ne s'est rien passé. Moi j'ai connu des époques où on avait, alors on a toujours des potes à droite à gauche, hein, c'est l'intérêt aussi d'être un peu, moi j'ai 54 ans, hein, bientôt, dans quelques jours, donc évidemment je connais quand même un peu de monde, et souvent on s'appelle avec des copains, alors genre de conversation, ça peut dire, ah bah oui tiens, là, ça achète, ça cherche du papier, il y a des programmes d'achat, tiens, il y a tel jour j'ai eu 300-400 millions à investir dans la journée, en 2 fois. Bon, si vous voulez, c'est pas des secrets d'État, mais c'est un peu un petit retour comme ça sur des flux d'investissement. Est-ce qu'on a des flux d'investissement réguliers? Ben là, franchement, il n'y a que dalle. Voilà. Il n'y a que dalle, donc
chaque fois, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir un relais? Donc le contre-pied, il part souvent d'un gap d'ouverture, il part aussi d'une évidence. Il est évident que, Bernanke va réduire de 10 ou 15, bah, en bande de vol, c'était 0. Donc ça crée un contre-pied violent. Alors, l'impact psychologique sur les différents opérateurs, ça, c'est très important à avoir en tête lorsque vous faites de l'analyse chartiste. Parce que l'analyse chartiste, c'est la tentative de comprendre l'état psychologique à l'instant T. Alors, pour comprendre l'état psychologique à l'instant T, vous avez une approche chartiste très scolaire, très basique, telle que vous l'entendez régulièrement. Et puis après, vous avez une analyse chartiste d'expert, telle que vous l'entendez tous les jours à 10h35 sur BFM, si vous m'écoutez. Non, je rigole, mais en même temps, c'est quand même, pour moi, c'est très important, parce que c'est ce que je pense en même temps. Sinon, je ne le dirais pas. Alors, ça réclame quoi? Ça réclame, pour comprendre justement la psychologie globale du marché, un double top, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui récupère son pognon et qui se dit « Oh, bordel, je retrouve mon prix parce qu'il s'est traité de con et d'abruti pendant 2 heures avant parce qu'il avait payé le plus haut et ça rebaissait. Et comme il revoit le prix, quel con, si ça revient là, il a un ancrage psychologique sur un prix, il est en train de s'insulter dans sa tête et puis il se dit « Ah, je retrouve mon prix, je m'en vais. » Et donc, qu'est-ce qu'il crée? Quand je dis quel skill, c'est avec un S, hein. Ben, il crée un arrêt du marché, et puis après, si la tendance est haussière, on peut très bien s'arrêter et repartir, mais si la tendance où il n'y en a pas trop, bon, c'est baissier, ben, ça reviendra. Et c'est ça, le côté psychologique, c'est je retrouve mon prix souvent et je crée, si vous voulez, une situation d'arrêt, au moins dans un premier temps. Donc, lorsque vous connaissez, si vous voulez, tous les métiers de la bourse, à savoir le problème du gérant, le problème du gérant, c'est quoi? C'est je suis confronté à un flux entrant d'argent qu'il faut que j'investisse. Ouais, ben en ce moment, investir, oh la vache, ça me casse les pieds. Il y a des divergences très importantes sur les actions. Soit elles sont super hautes, soit elles sont basses, mais il y a des raisons. Alors ils sont emmerdés. Ils sont emmerdés, et puis en même temps ils se disent oh, l'environnement est très menaçant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On va les énumérer, vous les connaissez tous par cœur. Il y en a une tapée. Alors le problème du gérant, c'est ça, c'est si le marché monte, je suis ennuyé parce que il faut que la performance de mon fonds soit là à hauteur d'un indice CAC 40. Alors, ça implique pour lui une contrainte qu'il doit acheter. Donc ça, on l'a en tête. Ok. Ensuite, que fait l'arbitragiste? Bon, soit il vend des calls, soit il en achète. Souvent, il est structurellement vendeur d'options. Un arbitragiste qui est vendeur d'options, il va ce qu'on appelle se couvrir en delta. On va pas rentrer en détail, mais delta, c'est la sensibilité, si vous voulez, de la position à l'instant T en termes de contrat futur. Imaginons, on est à 4200 là, je vends des calls 4003, on dit que le delta il est à 0,35, ça veut dire qu'en gros, si je vends 100 calls, le gars il dit souvent, oh c'est 100 calls 4003, j'ai le temps. On est à 4002, j'ai le temps. Oui, mais ce qu'il faut qu'il ait en tête, c'est tu vends 100 calls 4003, ça représente en gros, si le delta est de 0,35, ça représente 35 futurs, à l'instant T. Oui, c'est un peu ça l'image qu'il doit avoir, parce que si ça monte, ben aujourd'hui c'est 35, si ça monte encore un peu, ça peut être 40, 45, et si vous voulez, à partir du moment où on est à 4003, le delta est de 0,5, et ça veut dire qu'il est vendeur structurellement de 50 contrats. Bon. En tout cas, la couverture, il doit la gérer comme ça, en achetant 50 contrats. Ça veut dire que plus ça monte, plus il achète. Mais indépendamment de ce qu'il pense sur le marché. Il n'achète pas parce qu'il pense que ça va monter, il achète parce que ça monte. Donc la logique, elle est technique, elle n'est pas fondamentale. C'est pas parce qu'il pense que l'économie va bien qu'il achète. Il n'a pas le choix. D'ailleurs, souvent, c'est fait par des machines, donc c'est un peu du trading algorithmique quand même, quelque part. Pas à haute fréquence, bien sûr. Mais c'est du trading à nouveau, c'est un modèle mathématique qui tourne, un calcul qui se fait, et il achète parce qu'il doit le faire, parce que c'est comme ça. Le but du jeu étant que, par exemple, s'il a vendu beaucoup d'options, il a encaissé beaucoup de points, et il va moduler son exposition sur le futur, ça monte, il achète, ça baisse, il vend. Alors, peut-être qu'à la fin, il va perdre sur le futur, ce serait logique. Imaginons qu'il gagne 1000 points sur les options parce qu'il en a vendu, c'est beaucoup plus, hein, mais imaginons 1000 points qui s'est crédité en vendant de l'espoir. Des gens achètent le call, des gens achètent le put, et lui, il encaisse le call. Mais il va défendre cette position. Et son travail, si vous voulez, au jour le jour, et tous les jours jusqu'à l'échéance, c'est peut-être de rendre un peu d'argent, et de se dire qu'à la fin, il va en gagner 800.
il en a gagné 1000 sur l'option, il va en perdre 200 sur le futur, et à la fin, il gagne 800 points. Bon. Mais là, derrière ce travail, ça représente, si vous voulez, une obligation de faire quelque chose, et là, vous allez chercher une logique technique. Donc, si vous ne connaissez pas le boulot de ce monsieur-là, ou cette dame, hein, parce qu'il y a des femmes aussi là-dedans, eh ben, vous ne pouvez pas comprendre. Et les gens, ils cherchent des logiques fondamentales tout le temps à la télé. Et pourquoi ça monte et pourquoi ça baisse? Et souvent, j'ai envie de leur dire, parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ça monte. Et puis, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, parce que c'est pour ça que ça baisse. Mais la réponse, c'est celle-ci. Hein. C'est pas parce que les gens pensent, c'est parce qu'il y a une amorce de quelque chose, une connerie, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que souvent, on a eu des mouvements extrêmement violents, où tout d'un coup, ça plonge, et puis 5 minutes plus tard, vous avez vu les reprises qu'on a eues là, ces derniers temps, parfois ça plongeait, et puis en quelques minutes, alors qu'il ne se passait rien pendant des heures, avec l'échéant, avec la clôture du marché, par exemple, juste comme ça, le marché reprenait 20 points, 30 points, très très rapidement. Donc ça, si vous voulez, c'est en grande partie une logique technique. Donc la logique, après, du spéculateur. C'est quoi le spéculateur? C'est quelqu'un qui cherche les écarts rapidement. Donc lui, plus il joue d'effet de levier, et Dieu sait si on vous en propose avec les CFD, donc si l'effet de levier est très important, la réactivité qu'il doit avoir au marché va être également extrêmement importante. Donc il ne peut pas attendre avec un effet de levier 50 par exemple, que le marché perde 2%, il n'a plus rien, 50 fois 2%, 100% de gain. Donc c'est pareil, il y a une logique technique, c'est-à-dire qu'il achète, ça monte, et il vend, par exemple, ça monte. Qu'est-ce qu'il est, lui? À part perdant, il est surtout acheteur potentiel. C'est-à-dire un vendeur, c'est un acheteur potentiel. Pas parce qu'il pense que ça va monter, mais il est obligé à un moment donné d'acheter. Donc c'est une logique technique également. Et comme les marchés sont passés de la préhistoire à la haute technologie en 30 ans, et que les pressions techniques